Et justement, l'écologie, pour toi, ta définition de l'écologie, c'est laquelle? Et est-ce que tu vois un lien, est-ce que tu fais un lien entre l'écologie et l'écologie intérieure qu'on peut avoir avec nous-mêmes? Alors l'écologie, on retrouve la même racine que dans alter eco, c'est-à-dire éco c'est la maison et logie c'est la science ou l'étude. Donc c'est l'étude de la maison. Alors la maison c'est pareil, on peut dire que c'est la maison commune, la terre, la biosphère, tout ce qui porte la vie. Donc si on étudie la façon dont la vie existe dans le vivant, on va pouvoir avoir nous des actions qui vont aller avec cette dynamique qui permet la vie, et pas des actions qui vont vouloir la dominer ou la manipuler. On le voit ça dans l'agriculture, il y a une agriculture qui est dominatrice, qui finalement détruit, impose et à long terme qui est toxique pour le vivant. Et puis il y a une agriculture qu'on est en train de découvrir et de développer au niveau mondial, qui va vers plus d'autonomie locale au niveau alimentaire et qui est beaucoup plus respectueuse, en tout cas qui vise le respect des principes qui permettent la vie et qui sont éminemment complexes. Alors il y a un côté où c'est très simple finalement, on le voit aussi dans par exemple les engrais qui sont utilisés, on dit NPK, azote, phosphore, potassium, il y a 3 molécules qui sont en fait, qui nous permettent de mettre les plantes sous perfusion pour qu'elles grandissent. Malheureusement, une plante, elle s'alimente de jusqu'à 28 éléments différents, et qu'en lui donnant 3 éléments principaux, on crée des plantes malades qui après ont besoin qu'on vienne les protéger avec encore des molécules chimiques qui vont encore plus déséquilibrer les cycles naturels, le sol, les êtres vivants, etc. Donc on voit qu'on a 2 logiques, il y a une logique qui est la logique, on va dire, plus écologique, qui nécessite en premier lieu, avant d'agir, d'observer le vivant et d'essayer de comprendre sa complexité. Et ça prend du temps. Donc, il faut accepter que ça aille moins vite, il faut accepter de ne pas être dans la rentabilité, dans l'immédiateté, dans la productivité, parce que c'est un apprentissage. Voilà, donc pour moi l'écologie c'est plus une attitude effectivement, on va dire mentale, intérieure, qui amène à des actions. Et donc cette attitude effectivement elle peut aussi s'appliquer à l'humain. C'est-à-dire que l'écologie intérieure c'est d'abord se poser ces questions-là, son positionnement par rapport à ce qui est vivant, ou pour le croyant, il va dire par rapport à la création, et comment est-ce qu'on peut venir en complémentarité et en symbiose plutôt qu'en opposition et en domination. C'est quelque part une culture aussi de la relation à l'autre, parce que c'est des principes qu'on retrouve aussi dans la relation humaine, la domination, la manipulation, etc., ou la symbiose, la bienveillance, l'écoute, etc. Donc l'un impacte évidemment l'autre, et pour finalement développer une écologie extérieure, je pense qu'obligatoirement il doit y avoir une forme de réforme intérieure ou une conversion. Une conversion, ça veut dire un retournement. Donc si on prend le mot sur son plan étymologique, ça veut dire un changement de position de son regard sur ce qui nous entoure. La planète, tout ce qui est vivant, et l'autre, l'humain, celui qui vient en relation avec nous. Et dans une société quand même où on n'a pas forcément été éduqué comme ça, et où le quotidien ne nous emmène pas forcément vers un retour à soi et l'écologie, est-ce que tu as des conseils pour justement essayer de ne pas subir cette pression, et que quand on a envie d'aller vers plus de simplicité, de lenteur, etc., comment on fait quand on a cette société qui nous dit tout le contraire finalement? C'est vrai que la difficulté, c'est d'arriver à s'extirper d'une pression. On le voit aussi dans le monde du travail, où il faut toujours faire plus, toujours plus de rentabilité, toujours plus de comptes à rendre, etc. Une pression, un stress qui n'en finit pas. Et puis d'un autre côté, il faut travailler parce qu'on a des charges à payer, on a des obligations, et donc il y a une sorte
de fuite en avant, c'est vrai qu'il est difficile de sortir de cette fuite en avant. Après, il y a des lieux où il y a des espaces, nous on le voit avec les jeunes qu'on reçoit en woofing, ces jeunes qui viennent passer des temps de volontariat chez nous, comme dans énormément de fermes en France. Ça peut être des petits espaces qui permettent justement de changer notre rapport au monde, de voir qu'il existe autre chose, qu'on peut aussi passer une journée sans stress et avec une relative liberté dans ce qu'on va faire, parce que finalement c'est ce dont on a besoin, la liberté, pour pouvoir découvrir qui l'on est, pour pouvoir découvrir qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Pour ça, il faut expérimenter sans avoir une pression qui nous oblige à une productivité. Parce que ça veut dire que là, on n'est pas nous-mêmes. On est ce qu'on nous demande de faire ou ce qu'on nous demande d'être. Et donc, je pense que c'est très important qu'on puisse ouvrir des espaces comme ça d'expérimentation d'autres possibles, y compris dans son rapport à l'activité, son rapport au travail. Moi, j'ai l'impression, par exemple, de ne jamais travailler. Pourtant, je travaille, mais j'ai l'impression d'être toujours en vacances. Donc, quand on me parle de vacances, ça me fait drôle. Je me dis, de quoi il parle? J'ai un moment de réflexion pour essayer de remettre les choses en cohésion. Mais en fait, la vie, on travaille depuis tout petit. Un bébé, il travaille quand il apprend à marcher. Quand il apprend à parler, il travaille en fait. Il n'a pas un contrat, mais il travaille. Et il travaille avec passion, avec bonheur. Et pourquoi? Parce que c'est la découverte de la vie, la découverte justement de ce monde dont on parlait tout à l'heure, extérieur, du réel, qui est le moteur qui le fait travailler. Mais c'est juste normal, c'est juste naturel. Dès qu'il y a une contrainte qui va obliger l'adulte à un rythme qui n'est pas naturel, à des objectifs qui vont à l'encontre à la rigueur même de ses convictions personnelles, de son éthique personnelle. Voilà, il y a une tension qui se crée à l'intérieur parce qu'on est obligé de faire quelque chose alors que soi-même on ne l'aurait pas fait. Et ça, ça crée du mal-être. Et on est une société du mal-être quand même. On est l'un des pays du monde où on consomme le plus d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et avec le confinement, c'est pas quelque chose qui s'arrange. Il faut à un moment donné se poser la question du sens. La vie est courte. Donc il faut arriver à mon avis, essayer au maximum de vivre librement, c'est avec une liberté intérieure. Ouais. Je sais que c'est pas facile. Oui, complètement. Ça revient à qu'est-ce que la vie en fait. Est-ce que la vie c'est de faire des études et d'avoir un métier en fait pour gagner de l'argent et on nous dit que c'est ça la vie? Ou est-ce que la vie, on est là sur Terre pour expérimenter des choses et tout simplement être et vivre des choses? Mais c'est vrai que les initiatives comme ici, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres possibles qui sont possibles et en même temps, c'est dur, ses propres injonctions en fait, vu qu'on a baigné dans ça toute son enfance, de se les enlever nous-mêmes et de ne pas être dans ce stress et de se dire on crée quelque chose et on crée de la valeur même s'il n'y a pas d'argent. Parce qu'on en revient à ça au final, et c'est vrai que c'est quelque chose à déconstruire. C'est un déconditionnement quelque part. Complètement, ouais. Et c'est ce que, en tout cas, nous retournent les volontaires. La plupart des volontaires, c'est ce qu'ils expriment. D'une part, d'exprimer que dans ce mode-là de fonctionnement qu'on vit à Ecovert, il y a comme un soulagement. C'est-à-dire comme si finalement c'était possible de faire autrement et de vivre autrement. Mais en même temps une difficulté de sortir de cette habitude, de ce fonctionnement qui fait que on a peur de mal faire. Il y a plein de choses comme ça où on est vraiment dans le rapport, le regard de l'autre, et notamment du chef ou de celui qui est responsable et qui vient juger, etc. Et nous, on voit qu'on se confronte à ça, bien qu'on ne veuille pas. Et quand on dit aux personnes, et quand elles ont fait une bêtise et qu'on leur dit c'est bien, des fois les gens ils restent vraiment plantés, figés parce que ils comprennent plus quoi. Nous on leur dit c'est bien si tu fais une erreur parce qu'en fait l'erreur c'est le principe même de ce qui est à la source de l'apprentissage. Donc si on ne fait pas d'erreur, on ne va pas grandir, on ne va pas croître. Donc le vis-à-vis qui représente l'autorité, le chef, le propriétaire, etc., s'il a un regard
culpabilisant par rapport à celui qui fait l'erreur, en fait c'est complètement anti-pédagogique. Mais pourtant, quelque part, c'est un peu le modèle de base d'un fonctionnement de notre société moderne qui vise une rentabilité. Alors forcément, dès qu'il y a une erreur, c'est un petit grain de sable dans la machine de la rentabilité, et donc l'erreur doit être éliminée au maximum. Après, par rapport à ta question de justement, ce qui est important, c'est la liberté de se découvrir soi-même et de vivre et de faire ce qu'on a envie de faire. Mais moi j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que moi je perçois la diversité de l'humanité aussi, on peut l'apercevoir comme un écosystème, c'est-à-dire il n'y a pas de raison que les lois, les règles qui régissent les écosystèmes vivants, les insectes, les oiseaux, etc., soient différentes de celles qui nous régissent, parce qu'on fait partie de l'écosystème global de la planète. On a une place particulière, certes, mais on en fait partie, on n'est pas en dehors. Et cette vision, je pense qu'il faut vraiment la combattre. On est une partie intégrante de la nature ou de la création. Et dans cette vision globale-là, pour moi, je pense qu'on a chacun un rôle à jouer. Et qu'on a un rôle à jouer, on a des qualités, des capacités, des aspirations particulières, une identité qui est unique. Et donc, en tant qu'identité unique, on a un rôle unique à jouer dans la globalité de l'harmonie de la biosphère. Et donc, ça veut dire que la question, c'est quelle est mon identité, pourquoi suis-je fait, voilà, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me permet d'être dans la joie en faisant des choses et du coup en étant productif ou productive. Mais c'est pas un but. Nous ici on est quand même productif, c'est-à-dire on travaille beaucoup quelque part. Mais le but c'est pas ça. Le but c'est d'être en harmonie avec notre identité chacun, des composantes, que chacun soit en harmonie avec son identité personnelle. Et en fait ça c'est une découverte. Alors peut-être que la vie c'est ça, c'est découvrir qui l'on est. Complètement, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais justement, quand on voit plein d'initiatives comme ça, il y a quand même une question qui revient souvent, c'est comment on vit de ça en fait. Quand on a un lieu comme ça, comment on vit et comment on arrive à produire assez quand même pour subvenir à ses besoins, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien créer ce genre d'écosystème, mais qui se demandent comment je fais concrètement. Moi ça n'a jamais été mon souci ça en fait. L'aspect financier en fait. Je le mets après en fait. Ce qui vient en premier c'est cette question dont on vient de parler, aujourd'hui par exemple, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je sens, comment je me sens en cohérence avec ce que je vais décider de faire. Et à partir de là, j'ai jamais eu quelque chose qui a empêché ça. C'est-à-dire, même si ce que je vais faire aujourd'hui ou que je projette de faire dans le mois qui vient ou dans les 6 mois qui viennent ou dans l'année qui viennent, si c'est quelque chose qui est, je vais dire, aligné avec ce que je suis et avec ce pourquoi je suis fait, et bien en fait, ça va se faire. Mais je ne sais pas comment. Il n'y a pas d'intérêt à savoir comment. Ce qui est important, c'est d'être certain, en fait, d'avoir une certaine paix en soi par rapport à cette idée de ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire, ce qu'on projette de faire. Et à partir de là, des éléments se mettent en route pour que ça se réalise. Enfin, moi, c'est une expérience que je ne peux pas expliquer. Je peux pas expliquer pourquoi. Mais en tout cas, tous les projets qu'on a mis en place ici se sont faits alors qu'on n'avait pas les financements. C'est une sorte de foi en la vie, dans le sens où quand on reste aligné avec ce qu'on veut et ce qu'on est, tout va découler. Tu sais, quand tu regardes un grain de blé qui est tout sec, on vient d'en planter, d'ensemer du blé. Vraiment, tu regardes ce truc là au bout du doigt, tu te dis, mais c'est tout sec, il n'y a rien. Je veux dire, vraiment, c'est ridicule. Et en fait, tu le mets dans la terre et puis ça germe, la quantité de vitamines est multipliée par 300. C'est un truc de fou. Mais en fait, c'est ça, le mystère de la vie, il est tout là, rassemblé dans ce petit grain qui en est vraiment une image extraordinaire.
ça nous dépasse complètement. C'est-à-dire cette force de vie qui arrive avec ce petit grain à faire un épi qui va en porter 100 ou plus. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je l'ai mis dans la terre, c'est tout, quoi. Donc c'est ridicule. Donc à partir de là, si on croit vraiment en cette force de vie, pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas aussi participer à notre vie à nous? Complètement, ouais. Ça demande peut-être de la confiance et aussi du détachement et peut-être de concevoir et d'accepter que c'est pas nous qui détenons la force, c'est pas nous qui avons la puissance. Mais la puissance, elle peut nous être donnée, ou en tout cas, on peut participer à son déploiement sur la Terre. En ayant confiance et en ayant confiance. Après, justement, quand on a un objectif, on y va et on se dit on a confiance en la vie et tout va marcher. Après, la difficulté parfois, c'est de trouver l'objectif en tant que tel. Parce que déjà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître, ce qui nous plaît, ce qu'on aime faire, ce en quoi on est bon. Mais parfois, justement, à cause de toutes ces injonctions que la société nous met dans la tête et qu'on se met nous-mêmes, on a parfois du mal à trouver en fait pourquoi on est fait. Et je pense que c'est le chemin d'une vie en fait, de savoir pourquoi on est sur Terre. Mais est-ce que tu as des conseils sur comment essayer de trouver en fait cet objectif ou cette mission de vie, ou comment apprendre à... Alors, je pense que déjà il faut arriver, mais ça prend du temps, mais à déconstruire la croyance qu'on ne va pas y arriver, qu'on peut pas, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez intelligent, etc., etc. En fait, tout ça forme en fait des barrages au niveau de notre intériorité, de notre perception, de notre compréhension du monde, qui limitent énormément, finalement, ce qu'on s'autorise à faire. Et ça, c'est dommage. Parce que justement cette vie qui transforme le petit grain inerte en une plante magnifique, justement elle nous montre par cet exemple que ce qui n'était pas pensable, pour elle c'est normal. Donc pour nous, ce qui ne nous paraît pas possible, pour la vie c'est possible. À partir du moment où c'est pas nous qui avons décidé ce que la vie devait faire. C'est ça le truc. Et donc la mission, ou ce pourquoi on est fait, c'est ça, c'est de se dire, non mais est-ce que c'est moi qui décide ce pourquoi je suis fait? J'ai décidé que, ou est-ce que finalement je me laisse toucher par des tas de choses, des événements dans la vie, des rencontres, des paroles, des livres, etc., qui vont progressivement, comme un petit peu on touche sur les notes de musique d'un clavier, venir réveiller une mélodie qui était déjà en nous mais qu'on ne percevait pas, et qui progressivement va nous révéler à nous-mêmes ce pourquoi on est fait. Et donc il faut avoir cette acuité de se dire oui, mais la réalité, les événements, les autres, tout ça, ça me parle, c'est fait pour m'éveiller quelque part. Des fois un mot qui est dit, pouf, alors que c'était pas l'idée de ce que disait la personne, elle ne le faisait pas consciemment, je veux dire, mais en tout cas, nous, ça nous a parlé. Ou une image. Voilà, des fois, il y a des petits déclics comme ça qui font qu'il y a une sorte de bascule intérieure qui nous révèle quelque chose de nous-mêmes. Il faut être attentif à ça, en fait. On est beaucoup trop tourné vers l'extérieur dans notre société, dans notre éducation, justement parce qu'on est tourné vers la productivité, vers la production de biens extérieurs. Mais en fait, notre regard, c'est-à-dire notre conscience, est un peu déformé, excessivement tourné vers l'extérieur et pas assez tourné vers l'intérieur. D'où aussi un refoulement ou une difficulté à accueillir nos émotions. Alors qu'on est vraiment un être, des êtres qui ont à la fois une dimension d'intériorité et aussi qui agissent à l'extérieur, qui construisent, qui échangent, qui parlent, etc. Donc ils sont aussi en relation. Donc cette dimension de relation, en fait, elle est asymétrique dans nos sociétés actuelles, et elle est uniquement ou à 90% tournée vers de l'extériorité, et on a perdu vraiment le contact et la relation à soi-même. Et ayant des difficultés dans cette relation à soi-même, on a du mal à trouver qui l'on est. Et donc on va toujours s'accrocher à ce qui vient de l'extérieur, comme une bouée de sauvetage. Et quand ce qui vient de l'extérieur s'écroule, et on le voit un peu dans des situations de crise,
on a tendance à être perdu, c'est-à-dire on ne sait vraiment plus trop quoi faire. Et donc ça peut être aussi des situations de crise, des moments justement de transformation, de remise en question et l'occasion de prendre une nouvelle bifurcation sur le chemin de la vie, en se posant des nouvelles questions qu'on ne se posait pas avant, sur justement le sens de ce qu'on fait. Ouais, et ça nous amène parfois à être, se poser beaucoup de questions, être dans le mental, on en parlait l'autre fois, de ce triptyque corps, émotion et esprit, et essayer finalement d'avoir peut-être un équilibre entre les trois pour nous permettre de se poser. Et oui, parce qu'en fait, cette reconnexion en soi, c'est une reconnexion à soi-même, c'est-à-dire la question c'est qu'est-ce que c'est soi-même. Il faut pas penser qu'on n'est que un esprit capable de réflexion, etc. On est en réalité, et ça c'est pareil, c'est un déséquilibre dans nos sociétés qui favorise le côté mental, l'intellectuel, l'efficacité de la compréhension, qui effectivement a un pouvoir sur le monde. Parce que on arrive à concevoir des choses extraordinaires et du coup par ces choses-là, on a des capacités, une puissance énorme. Et donc on a une sorte de déséquilibre qui favorise, et on le voit au niveau des salaires par exemple. Les gens qui ont des capacités intellectuelles supérieures, on va dire à la moyenne, mais globalement vont avoir des salaires supérieurs, voire très supérieurs à la moyenne. Et ceux qui ont des capacités physiques supérieures, les gens qui sont manuels, et les agriculteurs en font partie, vont être tout en bas de l'échelle, avec des salaires très bas. Ça exprime une réalité, c'est qu'on a complètement déséquilibré dans notre schéma de valeurs, quand on considère l'être humain, le côté intellectuel, du côté émotionnel, artistique et du côté physique. Et ça c'est un problème, parce qu'on est une unité, on n'est pas qu'un cerveau. Et donc cette unité, pour la retrouver, il faut déjà soi-même, dans sa vie personnelle, essayer, si on détecte un déséquilibre, essayer de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que si on a tendance à trop réfléchir, et à avoir une prédominance de la dimension mentale, il faut arriver à retrouver le sens du corps. L'activité physique, le lien avec la terre, le jardinage, c'est très bien pour ça par exemple. La danse aussi. La danse, voilà. Et puis il faut aussi cultiver sa dimension émotionnelle. Accueillir ses émotions, c'est pas une chose facile, parce que dans notre éducation, souvent on a eu des refoulements, c'est-à-dire on n'a pas le droit de montrer ses émotions par exemple. Totalement, quand on est petit, on nous dit de pas pleurer ou que c'est pas grave, etc. Du coup, on n'est pas formé finalement à accueillir quand il se passe quelque chose. Et ça, c'est un tabou dans la société, et on n'est pas amené à exprimer ses émotions, parce que de nouveau, ça peut faire obstacle à la dimension productive. On n'imagine pas dans une entreprise qu'il y ait un temps où les gens puissent exprimer leur état d'être, leurs émotions, ou dans une relation avec son chef de service ou autre, etc. Parce que c'est des choses qu'il faut garder cachées, parce que ça fait obstacle au bon fonctionnement du mécanisme de l'institution, de l'entreprise, de l'association, etc. Alors que ce Et serait puis il y a une contraire. honte quelque part. On a été cultivé à une honte d'exprimer ses émotions. Et d'être vulnérable, ouais. Voilà. Alors que c'est très important pour se reconnecter à soi, de pouvoir déjà soi-même reconnaître les émotions qui sont en nous. Parce que finalement, si on les cache à l'extérieur, on va aussi ne pas pouvoir se connecter, nous consciemment, à ce que l'on porte en soi. Et donc on va être quelque part désunis en plusieurs morceaux. Donc cette réunification, elle est, je pense, indispensable à pouvoir nous permettre progressivement, plus on est unis, plus on va arriver à découvrir qui l'on est, ce pourquoi on est fait, et voilà, qu'est-ce qu'on est amené à vivre pour le bien de la communauté, tout en nous découvrant nous-mêmes et en nous réalisant dans tel ou tel domaine. C'est une question de réalisation personnelle, c'est quand même important. Ouais. C'est peut-être ça, quelque part, un but de la vie,
Et ma chaîne, elle s'appelle Our Inner Travels, donc ça veut dire nos voyages intérieurs. Donc moi, par exemple, j'ai décidé d'aller voyager pour apprendre à me connaître, apprendre à me découvrir. Est-ce que toi, tu pourrais partager avec nous une situation ou un choix de vie ou quelque chose qui t'a permis de te connecter à ton être intérieur et à toi-même? Après, je pense que toutes les situations qui sont activantes, c'est-à-dire qui vont faire écho avec quelque chose qui est à nous mais qu'on ignore, mais qui va s'exprimer par exemple une montée d'émotions particulières, un état d'être particulier, une réaction, des réactions simultanées. Ces événements, souvent qui ne sont pas agréables à vivre d'ailleurs, sont des événements qui nous informent sur nous-mêmes. Et donc plutôt que de les fuir et de les oublier, c'est en fait des petites perles qui sont sur notre chemin de vie et qui sont en fait qui recèlent en eux-mêmes ces événements des informations sur nous. Et donc il faut arriver à s'y confronter, à les accueillir et à être observateur de ce qui se passe en nous quand ça arrive. Donc je parle d'événements où il peut y avoir de la peur, voir de la tétanie, de la frayeur, de la colère. Voilà, tous des sentiments, on va dire, négatifs qui montent à nous d'une façon un peu irrationnelle. Donc on peut imaginer avoir peur si quelqu'un vient avec un couteau, c'est une réaction normale. C'est-à-dire réaction de défense, la peur, production d'adrénaline, du coup je vais pouvoir courir plus vite, etc. Donc ça c'est une dimension animale de notre réalité. Après avoir peur parce que quelqu'un qui a un supérieur hiérarchique vient pour nous visiter, je ne sais pas dans quelle situation, ça par contre c'est pas normal. Ça va au-delà de la réaction animale. Ça veut dire qu'il y a des ressorts à nous qui font que la relation à l'autorité recèle en elle-même des mécanismes basés sur une peur de quoi, voilà. Et que finalement on est esclave quelque part de ce mécanisme-là qui est ancré en nous. Si on réagit comme ça, c'est qu'il est en nous. Sinon on ne réagirait pas comme ça. Et on peut imaginer une autre personne qui est dans la même situation, et il y en a, une autre personne dans la même situation qui réagisse pas, c'est-à-dire qui reste dans une paix totale. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en nous, qui n'est pas dans cette autre personne, et si elle est à nous, c'est qu'on a à la découvrir et à la réformer. Voilà. Pour justement arriver à être le plus souvent en paix possible et à rester soi-même. Parce que quand on est pris par la peur, on n'est plus soi-même quelque part. La peur déjà bloque les capacités cognitives, c'est-à-dire c'est une réaction pulsionnelle et on ne va plus pouvoir analyser sereinement, réfléchir et se poser par rapport à la situation d'une façon, on va dire, normale et raisonnée et humaine. On va être plus dans le pulsionnel. Donc après, ça peut partir en cris, en pleurs, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui nous saisit. Et donc ça, c'est important. Être attentif à ça. Moi, par exemple, pour revenir quand même à ta question, je ne vais pas esquiver. Je me demandais justement. Voilà, ouais. Je vais pas esquiver. Par exemple, moi, j'avais une phobie du public. C'est-à-dire que dès que j'étais devant, à partir de 2 personnes, mais c'était 2 jusqu'à plus, plus il y en avait, plus c'était fort. J'avais une phobie, c'est-à-dire j'étais dans l'incapacité de parler, ou en tout cas j'avais les muscles qui se tétanisaient vraiment, presque à la limite de tomber dans les pommes. J'avais la gorge qui se nouait totalement, le cœur qui devait monter à 150 ou je sais pas combien, enfin voilà. Donc j'avais des effets physiologiques et psychologiques. Et souvent c'est les deux. C'est-à-dire en prenant du temps pour être attentif à ce qui se passe en soi, on va percevoir des émotions qui nous saisissent, mais en même temps, si on est encore attentif un peu plus, on va voir que c'est en simultané, il y a des effets au niveau du corps, de la physiologie. Ça peut être le ventre, une boule au ventre, ça peut être des tremblements dans telle ou telle partie du corps, des raideurs,
ou au contraire une baisse de tonus musculaire, etc. Et ça c'est important et c'est très important de pouvoir prêter attention aussi à ça. Et donc cette situation-là, j'ai remarqué qu'elle produisait en moi cette réaction de tétanie, de peur, de terreur carrément. Et donc ça m'a aiguillé vers quelque chose qu'il fallait creuser et sur lequel il fallait étudier pour pouvoir s'étudier, pour pouvoir mieux se comprendre et pour pouvoir réformer ça. Voilà. Et concrètement, comment t'as fait du coup tu te lançais des petits challenges pour faire face à cette situation et... Non, alors la première chose, c'est que je me suis aperçu que c'était pas contrôlable. En tout cas par une réflexion intellectuelle qui viserait à raisonner ça en disant mais enfin ça n'a aucun sens, mettez pas en danger, etc. Pour moi ça marche pas. Donc après ça appelle à d'autres choses plus intérieures. Pour moi c'est une réaction qui est en lien avec notre dimension inconsciente et qu'il y a des choses dans cette dimension inconsciente qui s'activent quand il y a des éléments dans l'environnement qui l'activent. Donc là, les éléments dans l'environnement qui activaient cette réaction chez moi, c'était le groupe qui était positionné face à moi et auquel je devais m'adresser. Donc après, j'ai compris que c'était en lien avec des choses que j'avais vécues très 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 jeune et qui avaient un sens symbolique qui serait activé sans arrêt à chaque fois la situation, ou que les éléments de situation rappelaient la situation originelle. Et donc à partir de là, il y a un travail à faire pour pouvoir transformer ça et le changer en élément positif. Ouais. Donc déjà accueillir, se rendre compte et ensuite comprendre pourquoi pour agir ensuite. Ouais.